YouTube vient de louper un débat de fou furieux, littéralement. Attends, c'est combien de temps? On a fait 1h46. 1h46 de débat. 1h46 de débat sur un sujet, voilà. Allez, on fait coucou YouTube. On fait coucou YouTube. On va switcher littéralement sur les sujets, hein, parce qu'au final, on a parlé harcèlement personnel, on a parlé toutes vos anecdotes, mais on n'a pas parlé procès Ubisoft. Il serait peut-être temps de parler Ubisoft. Ah, j'adore quand vous faites ça. Coucou YouTube. Eh, Maureen. Maureen, ça s'écrit I-N-E. Je sais que vous écrivez 2 E-N, hein, parce que normalement, c'est plus vu comme ça, mais c'est I-N-E. Coucou Alex Scott. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait un React de l'avocat qui parlait un petit peu de comment ça s'était passé. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde ça? Parce qu'en fait, je voulais juste faire... je voulais lire 2 choses. Je voulais déjà lire un petit peu ce qui s'était passé donc sur les condamnations et potentiellement regarder le React de l'avocate qui a dit, genre... Enfin bref, qui voulait parler de ce qui s'est passé quoi pendant le procès. On est en train de parler de poney aquatique. Coucou YouTube. Sinon, rien à voir, j'avais une vidéo dans laquelle tu veux développer ton propre jeu. C'est toujours en cours, c'est toujours en cours. Alors, c'est ce que je racontais sur Patreon. C'est pour l'instant, ce mois-là, c'est un peu stoppé parce que je veux vraiment me focus sur la vidéo Expédition 33 et arrêter d'avoir 10 milliards de projets. Mais oui, c'est toujours en cours. J'ai jamais vu l'écriture Maureen de Zwen pour les Maureen que j'ai connues. Ah ouais, moi j'ai connu que des Maureen de Zwen. Après, j'en ai pas connu beaucoup. Beaucoup. J'en ai pas connu beaucoup. Mais ouais. Alors, harcèlement chez Ubisoft, je sais pas si vous avez suivi ça, il y a eu effectivement un procès là, Ubisoft qui s'est passé. Ça date de 2020. Hein, genre, les trois alors je sais plus si c'était les fondateurs ou pas, mais 3 personnes assez haut placées chez Ubisoft qui ont été condamnées. Ça a commencé en 2020 et la peine est enfin tombée cette année. Avec des cookies. Oh là là, trop de... Oh là là, ça switch vraiment de deux opposés, là, on comprend plus rien. C'est bien pour ton follow, Gigi Garbage. Et je crois... Alors, j'ai pris cet article-là, je sais pas si c'est celui où il y aura tout. Mais ouais, le contexte est ça. Vague de témoignages anonymes sur Twitter, puis des enquêtes publiées dans Libération et le média Numérama qui ont révélé l'ambiance toxique érigée en système de management du service éditorial de la société basée à Montreuil. Reconnu coupable de harcèlement moral, sexuel et d'une tentative d'agression sexuelle, Thomas François, ancien vice-président du service éditorial de Fleuron français du jeu vidéo, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, 30 000 € d'amende. Ce qui est conforme à ce qui avait été requis. Question. Avec sursis, on est d'accord que ça veut dire qu'il va pas en prison? Et je comprends pas, en fait, le avec sursis. Je comprends pas l'intérêt de ça. Genre, c'est en mode, t'as 3 ans, mais pas vraiment. Je comprends pas l'intérêt de faire ça. Pour les insultes répétées, les humiliations sexuistes qu'il a imposées durant des années en plein open space, il avait présenté des excuses aux victimes lors de l'audience qui s'est tenue début juin. Sachant que je crois qu'il avait présenté des excuses, mais en disant un peu, je savais pas que ça se faisait pas, si on me l'avait dit plus tôt, je l'aurais pas fait. Il n'y va pas. Ouais, bah voilà, du coup, je comprends pas. Avec sursis, ça s'ajoute auto si t'es recondamné. Bon, bah voilà, hein, vous allez encore me dire que potentiellement c'est parce que... Oui, mais attendez, j'allais dire présomption d'innocence, mais non, là, il n'y a pas présomption d'innocence, il y a déjà eu les RH qui sont passés, en fait, non, en fait, il y a une condamnation, et maintenant, on lui dit avec sursis. Et donc, les 30 000 € d'amende, c'est sûr et certain? Ou c'est avec son sursis? Il est coupable, oui, ça, c'est déjà ça. T'es pas en prison, en gros, le sursis, c'est si tu récidives, mais c'est aussi avec prise en compte de la dangerosité de la personne, ok? Les prisons étant trop pleines, notamment pour les peines courtes, il y va que s'il il fait griller, ok? Non, la culpabilité a été prouvée, ouais. Ouais, il reste chez lui, c'est juste que s'il fait une récidive durant cette période, il prendra du ferme. Pour moi, le sursis, c'est de la merde, mais apparemment, ça évite la récidive. Non, l'amende, c'est direct, ok. Voilà. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui ont réagi là-dessus en disant « Putain, c'est nul et tout par rapport à ce qui s'est passé, c'est que du sursis, il va même pas en prison. » Moi, je sais pas quoi en penser. Voilà. Autant pour le coup, le sujet de vengeance de tes proches, je sais très bien quoi en penser. Autant là, je sais pas quoi en penser. Je suis en mode, bah effectivement, il a une amende, il a du sursis, mais je comprends les gens qui sont énervés parce qu'en fait, t'es en mode, bah... En fait, il paye, mais il paye... Et il paye à qui d'ailleurs? Il paye... c'est des dédommagements pour les victimes. Et ouais, c'est surtout que 3 ans, mais encore une fois, c'est... Enfin, il a un bracelet électronique ou même pas? Parce que moi, j'ai juste encore l'impression, c'est le débat qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est vraiment en mode, bah en fait, tu payes... t'as ton sursis, si jamais tu recommences, bah on te punira et c'est tout. Autant dire bim 10 puisqu'on donne que du sursis, bah je suis un peu d'accord en vrai.
Après, son nom est public, donc on saurait... Ah oui, ne serait-ce que retrouver un taf va être compliqué. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, j'avais pas pensé à ce truc-là, effectivement. C'est vrai que... Mais... Ouais. Mais bon, ça a mis 5 ans pour que ça, tu vois. Et les amendes, ça va à l'État. Les dommages et intérêts, par contre, c'est pour les victimes. Non, pas de bracelet en sursis. Faut l'éduquer et le faire payer une très forte amende pour moi. Le bracelet, c'est juste pour l'assignation de la résidence, je crois. Ok, pas de bracelet, mais si quelqu'un porte plainte, il y va. Pour les peines fermes, ok. Ouais, je m'y connais pas assez, en vrai, vous y connaissez de fou, hein. Pour les insultes répétées, les humiliations sexistes qu'il a imposées durant des années en plein open space, il avait présenté des excuses aux victimes lors de l'audience qui s'est tenue début juin. Ok, à la barre, il a invoqué la culture Ubisoft, dont il a affirmé ne pas avoir été l'instigateur. C'est quoi la culture Ubisoft? Le parquet avait pleinement contesté cette position, l'estimant avoir été responsable d'un harcèlement particulièrement violent, intense, systémique, inscrit dans le temps avec une multiplicité de victimes. Pour les personnes qui ont envie de revoir le contexte, on en avait parlé dans un dernier live donc, qui est dispo sur YouTube dans les VOD, où effectivement, il y a eu des histoires de... Il a embrassé des collègues, je me demande s'il avait pas attaché une collègue aussi, ou un truc comme ça, un peu bizarre. Bon, dit des trucs un peu horribles et tout, vous pouvez aller regarder, on avait parlé de tout ça. Mais ouais. C'est quoi ensuite? L'ex numéro 2 d'Ubisoft, Serge Asquette, a également été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 45 000 € d'amende. Pourquoi lui, il a moins de sursis, mais il a plus d'amende? Pour harcèlement moral et complicité de harcèlement sexuel. Un troisième cadre, Guillaume Patrux, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 10 000 d'amende. C'est une très bonne décision aujourd'hui également pour la suite pour toutes les sociétés. Ça veut dire que quand on a un management toxique, les managers doivent être condamnés, les employeurs ne peuvent plus laisser passer. Et quand on voit ce qui a été dit tout à l'heure par Pemdora, de ce qui se passe aussi dans son studio, tu te dis qu'en fait, on n'est peut-être pas si avancé que ça, parce que là, la problématique, c'est que bah, si les RH, elles disent rien et qu'elles protègent quand même les gens en interne, et qu'on nous apprend pas à plus à les dénoncer, il y a le souci qui reste. Ouais, on n'avance pas vraiment, Ellie Cookie. On avance quand c'est dénoncé, que ça a mis 5 ans, que les gens tiennent et que ça se passe. Mais pour l'instant, moi, de ce que j'entends autour de moi, ça avance pas tant que ça. J'ai l'impression juste que les femmes vont plus être d'accord pour dire ce qui se passe, mais j'ai pas l'impression que ça avance, quoi. Après, il y a plein d'endroits où avoir eu des problèmes avec la justice, notamment pour du harcèlement sexuiste, n'a pas d'importance. Il y a peu d'hommes pour qui une condamnation a un impact sur sa carrière. Ça me fait penser à une histoire que j'avais lue sur un médecin. Ah non, je crois que c'était même ma coiffeuse qui m'avait parlé de ça. Elle m'avait dit qu'il y avait un médecin où vraiment il y avait eu un problème, genre le mec avait fait des attouchements, des trucs comme ça sur une patiente qui était endormie. Ils l'ont dénoncé. Apparemment, il était connu. Il avait changé beaucoup d'hôpitaux à cause de ça. Et en fait, elle était revenue plus tard. Les médecins avaient dit effectivement, on le connaît, on sait qu'il y a eu des problèmes, machin. Porter plainte, machin. Et en fait, ils sont revenus, je sais pas, 1 an plus tard. Le mec était toujours là. Et donc, c'est un peu ce que, je sais plus, bah, c'est Pemdora qui disait encore ça tout à l'heure. En fait, on propose des solutions aux victimes en mode, bah, venez moins au boulot, on vous propose plus de télétravail. Mais en fait, tout ce que ça fait, c'est éloigner la victime petit à petit, l'isoler. Et en fait, la personne qui a fait de la merde, elle est toujours là et elle a aucune conséquence. Mais la victime, pour le coup, bah, elle s'éloigne petit à petit, elle se renferme, elle est plus isolée. Alors que ça devrait être l'inverse, ça devrait être la personne problématique, viens moins, je sais pas. J'ai une visio nulle pour le boulot, je continue en lurk, je vous surveille du coin de l'œil. Bisous des forces. Force pour ta visio. Merde, j'ai loupé quelques messages, bah désolé. Ok. On leur couperait la main au gosse, la victime serait peut-être contente, je sais pas, mais en vrai ça change rien à sa vie et ça ajoute juste du malheur. Ouais, je pense que je vais pas rebondir là-dessus parce que moi avec ma justice, je suis en mode j'en ai marre de constamment penser à ceux qui ont fait de la merde en mode les pauvres, ça ajoute juste du malheur. Et ah oui mais... Est-ce que quelqu'un s'est ruiné face à des big boss qui ont des 104 bonus? Faut se dire aussi que l'affaire Asquette, ouais, c'est un début d'ouverture vers de futures condamnations dans les affaires à venir. J'espère. Moi, je le vois un peu comme ça, tu vois. Je me dis, let's go, va y avoir. Mais maintenant, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un côté aussi où on apprend au RH en interne, au RH en fait, au RH en interne à formuler de la bonne manière, à accompagner les victimes. Parce que, encore une fois, moi, j'ai entendu des histoires d'accompagnement qui ne donnent pas du tout envie de continuer dans la démarche de dénonciation, quoi. Des RH qui vont être en mode écoute, si tu témoignes pas en ton nom, on pourra rien faire pour toi. Et t'es en mode attendez, accompagnez-la, c'est difficile là. Ou des questions en mode est-ce que tu te sens en danger?
vous devrez plutôt poser la question dans le sens inverse. Est-ce que tu te sens en sécurité au boulot? Bah non, pas tant. Mais est-ce que tu te sens en danger? J'irai pas jusqu'à danger. Vous voyez ce que je veux dire? Le mot danger est hyper fort. Et non, elle se sent pas en danger. Bon, bah on peut rien faire. Oui, bon, la question est un peu biaisée. Hein. Les victimes ne devraient effectivement pas avoir à se cacher. C'est une dinguerie de recommander les solutions aux victimes plutôt que de tège ou les agresseurs. Ouais. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est très chaud. Donc voilà, voilà les condamnations. On est à 3 mois avec sursis et 30 000 € d'amende, 18 mois avec sursis et 45 000 € d'amende, et le dernier c'est 12 mois avec sursis et 10 000 € d'amende. Donc voilà, il y a des choses qui avancent maintenant. Moi j'ai envie de dire, let's go surveiller ce qui se passe aussi dans les studios actuellement. Et j'ai bien envie de regarder... Attendez, elle parlait de... Ah oui, il parlait de la culture d'Ubisoft. Le procès de 3 anciens hauts cadres de la société de jeux vidéo Ubisoft accusés d'avoir mené un harcèlement sexuel et moral scénique. Ok. Il a dit quoi? Bon, on l'avait déjà lu en fait dans le dernier live. Hein. N'était pas pour dégrader, c'était presque affectif. Cette normalité à l'époque n'était pas acceptable. Enfin, il l'a dit quoi. Ok. Donc ça, c'était pour la partie du coup Ubisoft. Mais j'avais envie de voir un petit peu ce réel-là. Là. Le sursis et l'amende, c'est défini dans le code pénal. Un truc que je trouve un peu con, c'est que c'est pas indexé sur le patrimoine de l'accusé. Ah ouais? C'est comme le harcèlement à l'école, les mentalités ont beaucoup changé. Quand j'étais au collège-lycée, on n'utilisait même pas ce mot, il y avait du bizutage. Et on tolérait ça bien plus qu'aujourd'hui, comme le harcèlement à l'école. Le bizutage, je crois que c'est c'est le plus gros harcèlement normalisé. Attendez, je reviens. Je vais juste chercher Maya qui est en train de bouffer un truc. Ok. Le dogo. Je te montrerai tout à l'heure. Mais oui, elle est là. Dogito, elle est en train de bouffer la corne de cerf, mais elle est dingue de ce truc. Après, tu regardes, vous avez le droit. Attends. Elle devient dingue de ce truc, les cornes de cerf, je sais pas pourquoi. Hello, je passe rapidement faire un coucou. Je l'avais vu cette émission, bah justement, je voulais la regarder. Elle est bien ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que j'avais envie de la regarder pour voir un petit peu ce qu'elle disait. Oui, le bizutage, c'est du harcèlement normalisé, notamment côté carabin, par exemple. Le carabin, c'est quoi? Parce que moi, j'allais te parler de la médecine. C'est une dinguerie, hein. J'ai fait 3 mois de médecine, j'entendais des dingueries sur les soirées pour devenir... putain, j'ai oublié le nom, c'est ceux qui ont un petit bonnet spécifique et tout, c'était dégueu. Ah ouais, c'est médecine. Mais je crois que c'était pas carabin, moi, le terme. Il y avait un autre nom. Les faluchards, exactement. C'est ça, ouais. Ouais. C'était vénère, hein. Et vachement bien, c'est dur, bien sûr. Il y a origami aussi. Ok. Bah, vas-y, hein. Écoutez, je vous propose qu'on la regarde. Un moment, j'ai été ligoté sur ma chaise. Et attendez, je vais redémarrer. Il y a une plaignante qui disait, mais un moment, j'ai été ligoté sur ma chaise et ils m'ont mis dans l'ascenseur et ils m'ont envoyé à d'autres étages. On est là pour parler du coup du procès Ubisoft qui s'est déroulé la semaine dernière. En fait, plus précisément du coup du procès des 3 ex-cadres d'Ubisoft, hein, comme disait PA. C'est chaud. Puisque ni l'entreprise ni son patron ne sont poursuivis, ce qui pose question. Hein, on va revenir longuement dessus. Du coup, nous, c'est Maud Bakers. J'ai envie de l'écouter en x2, je suis horrible, j'écoute tout en x2 maintenant. Et des plaignants. Et du syndicat. Qui est plaignant également. Et ouais, le ligotage sur la chaise, je comprends pas les dires. Le syndicat solidaire informatique Ubisoft, qui a un rôle très important dans l'histoire, parce que finalement, après les révélations de Libération et de Numérama à l'été 2020, d'ailleurs, il faut saluer leur boulot quand même dans cette histoire. Et pour du coup, vous avez lancé un appel à témoignage et qui a permis le dépôt de cette plainte. C'est ça. Voilà. Donc ce qui nous a conduit, plainte qui nous a conduit la semaine dernière au tribunal de Bobigny. Voilà, où en gros 3 ex-cadres d'Ubisoft, dont le numéro 2 de la boîte, l'ex-numéro 2 de la boîte, hein, étaient poursuivis pour harcèlement moral, harcèlement sexuel, et l'un d'entre eux pour tentative d'agression sexuelle. Oui. Voilà. Du coup, le procureur, on va revenir dessus, hein, mais... Petit 1,5, mais vraiment, j'ai envie. Dans l'intro, le procureur Attends, a requis des peines entre 1 an et 3 ans de prison avec sursis, mais des amendes fermes. Je ne compte pas. Oui. Je suis parti de contrôle.
Donc du coup, voilà, ça passe, hein. Est-ce que c'était un peu le procès que vous attendiez? Ça passe. Qu'est-ce qui vous reste en fait, pour un peu lancer la discussion, quoi? Qu'est-ce qui vous reste de ce procès? Parfait, on est d'accord. Je sais pas, toi, t'avais dit plusieurs fois, à la fois dans ta plaidoirie, puis tu me l'avais dit aussi, que finalement, t'avais jamais connu dans ta carrière un procès de ce type-là aussi sordide. C'est quoi un peu du coup tes sentiments, quoi, une semaine après la fin de ce? Écoute, mes sentiments une semaine après la fin du procès, on a déjà une semaine. Ouais, c'était jeudi. Ça passe vraiment très vite. C'est un double sentiment, c'est-à-dire le sentiment que le procès qui s'est réalisé a été fait dans de très bonnes conditions. La magistrate connaissait le dossier sur le bout des doigts. Elle a aussi bien donné la parole aux victimes qu'aux prévenus, et tout ça dans une humanité certaine, en faisant des pauses, notamment quand les prévenus n'étaient pas bien, et on le voyait, hein. Ils n'étaient pas bien. Mais il a été filmé ou pas le procès? Ils étaient là, du fait de leur responsabilité. Oui, en effet, il y a quand même un côté extrêmement satisfaisant, parce que c'est assez rare qu'il y ait des personnes aussi haut placées dans les entreprises qui soient poursuivies pour ce type de délit. Il faut dire les choses, les priorités pénales du parquet ne sont pas du tout de poursuivre les cols blancs. Hein, voilà. Donc la délinquance patronale est une délinquance qui est extrêmement peu poursuivie. Et là, je crois qu'on a fait un boulot d'enfer qui fait que, voilà, on avait quand même le DG, le numéro 2 d'Ubisoft, on avait le vice-président de l'édito qui est présenté comme un génie international du jeu vidéo, et puis on avait une troisième personne qui est responsable de faits aussi graves, mais j'ai envie de dire, de son niveau, il aurait pu en avoir 30 ou 40 de plus. Hein. Ouais. Parce que toute la problématique, c'est que le comportement de Serge Asquette et de Tommy François, en fait, ont eu cet effet de ruissellement sale sur tout le monde, et que finalement, il y a un certain nombre de managers toxiques chez Ubisoft. Mais ouais, on est quand même sur des faits très graves dans cette affaire. On a dépassé la limite depuis longtemps dans l'industrie. Il y a plein de comportements sexistes sans aller jusqu'au VSS, comme moins payer les femmes, ralentir la progression de celles-ci ou couper la parole en réunion. Ouais. Non mais oui, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Enfin, c'est très chaud. En fait, c'est difficile à prouver, quoi. Mais ouais, Héloïse de Rogami a fait un gros résumé. Ok, j'ai regardé. Mais là, tu vois, genre, je trouve ça fou parce que je m'attendais pas à voir... C'est l'avocate, on est d'accord? Je m'attendais pas à voir justement l'avocate qui dise ok, on a fait un magnifique taf, parce que normalement, ça n'arrive jamais d'avoir les cols blancs. Et en fait, c'est là que je réalise à quel point... Tu vois, Mad, tu me demandais tout à l'heure si j'étais politisée depuis longtemps ou pas. Mais tu vois, moi, je réalise littéralement là à quel point, en fait, dans les entreprises, non, ça n'arrive quasi jamais d'avoir les personnes haut placées qui se tapent un procès, tu vois. Genre, en fait, ça me paraît tellement évident que si c'est pas normal la manière dont tu te comportes, il y a un procès, que de découvrir ce qui se passe avec Ubisoft et te dire putain, mais en fait, c'est la première fois qu'il y a vraiment un truc vénère qui se passe comme ça me choque, tu vois. Et même qui ont commis des faits visiblement bien plus graves, puisqu'il y a aussi des traces de procédures de viol dans ce dossier qui n'ont pas été poursuivies. Ok, d'accord, putain. Et donc, c'est là que j'enchaîne sur mon deuxième sentiment. De viol. C'est un sentiment de satisfaction de l'audience telle qu'elle s'est déroulée. Je l'aime bien, l'avocate. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment elle fait simple. Puisque nous, quand on a décidé de porter plainte, il était très clairement établi dans toute... Pas prout-prout comme certains avocats. La priorité était qu'Ubisoft soit à la barre. Voilà. Parce qu'on estime que c'est de la responsabilité de l'employeur de répondre de faits aussi graves. Et le procureur de la République, qui a l'opportunité de poursuite, nous on dépose plainte contre des personnes, après c'est le procureur qui décide qui le poursuit, a décidé que la personne morale n'avait pas à être là. Il l'a évoqué un peu dans le cadre de ses réquisitions en disant que juridiquement ça ne se justifiait pas, alors que juridiquement ça se justifie totalement. Alors pour des questions qui sont un peu techniques et peut-être pas forcément très on pourra pas expliquer forcément là, mais on n'en reste pas là puisqu'on a décidé de la citation directe prête, et elle va être délivrée contre le PDG, Ubisoft et... Tu fais des pourrites. Ouais, donc il y aura une suite. Merci aux gens pour cette anecdote. À ce procès. D'ailleurs, je l'ai pas précisé en intro, mais du coup, le délibéré sera rendu début juillet, c'est ça? Le 2 juillet. Voilà. Donc en attendant, du coup, on l'a lu. Ce qui reste présumé innocent. Oui. Voilà. pour qu'on n'ait pas un autre procès Ubisoft, mais cette fois contre l'humain. Et du coup, Jackie, est-ce que tu peux revenir peut-être justement comment ça s'est passé? L'avocate, elle savait déjà. Donc on a un peu fait le tableau d'intro du procès. Voilà, rentrer un peu dans le cœur de la chose. Alors personnellement, j'étais pas encore chez Ubisoft en 2020, moi je suis arrivé en 2021, donc juste après les scandales et juste après l'appel à témoignage qui a été lancé par le camarade Marc Ruchelet. Donc il y avait toute une organisation qui s'est fait autour de la lecture, la prise en contact avec les victimes qui ont parlé et tout. Un des problèmes qui est jusqu'à présent dans ce genre d'affaires, c'est que les victimes ont du mal aussi à se prendre conscience de ce qu'elles ont subi. Donc leur définir le fait d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel, pour elles, parfois ça a été normalisé aussi. Donc au moment où elles ont pris conscience, ou que même elles ont pris conscience au moment des faits, et qu'elles ont eu l'occasion d'en parler, elles sont venues, elles en ont parlé, elles ont témoigné. Sauf que bien sûr on s'attendait à un plus gros nombre, et c'est là où on a pris conscience que ce genre déjà le nombre de cas qu'il y a est très grave. Ce qui a été dit par Libération et Numérama m'ont montré un nombre de cas et que c'était systémique, qu'il y avait tout un ensemble en fait, toute une pression autour qui créait cette ambiance sexiste et un harcèlement moral et qui permettait aussi à celle d'avenir. Et ensuite la procédure a été de contacter justement Maître Becker, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut donner comme suite judiciaire justement à cela. Et nous en tant que syndicat, j'aimerais bien ça. La question justement de l'entreprise. On est une section syndicale, on est au sein d'une entreprise, comment on responsabilise l'entreprise C'est le syndicat de Ubisoft, lui, c'est ça? Genre il fait partie du syndic de Ubisoft, de ce que j'ai compris? C'est sur ces cas-là, surtout qu'on n'arrive pas jusqu'à présent, même après le procès, que on n'arrive pas
en ayant entendu les débats, a clairement identifié où était Ubisoft à ce moment-là. Et quand je dis Ubisoft, c'est la personne morale d'Ubisoft qui est représentée par son PDG. Et c'est là la question qu'on cherche à résoudre, c'est qu'est-ce que Ubisoft, où était Monsieur Guillemot dans tout ce procès-là. Et c'est pour ça qu'on continue en fait, on veut donner suite à ce procès pour répondre à cette question, parce que les victimes aussi cherchent des réponses à leurs questions. On entendait souvent pendant le procès des victimes qui disaient on a remonté ça au RH, on a remonté ça à la DRH et que finalement pas grand-chose n'est bougé. Donc rien. Malheureusement. Ouais, alors qu'il y a une obligation de santé et de sécurité au travail basique de la part de l'employeur, mais aussi de ses cadres. Quoi. Oui, c'est-à-dire que après tout le système de défense des cadres a consisté justement à profiter de l'absence d'Ubisoft pour essayer de se décharger sur Ubisoft, mais le code du travail prévoit bien évidemment que les personnes qui sont en charge, les managers et les personnes haut placées dans l'entreprise ont une obligation de sécurité également vis-à-vis des salariés qu'ils managent. Donc c'était une tentative plus ou moins fine de se déresponsabiliser, mais ça change rien du tout évidemment à leur responsabilité. Oui, ouais. Mais ça posait surtout la question de justement qu'est-ce qu'un manager, parce qu'il y a le titre déjà qui les aliène vis-à-vis de ça, c'est VP. Regardez les commentaires des RH qui ne font pas leur job, incroyable, c'est horrible. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un au-dessus là, qui a fait Ubisoft c'est des escrocs depuis le début, déjà ils ont trahi la confiance dans leurs consommateurs, ça m'étonne même pas qu'ils sont condamnés, genre rien à voir, le sujet à côté de la plaque, le gars n'a pas compris. Avoir l'entreprise c'est hyper rare, un des cas les plus emblématiques c'est Orange, car il y a eu des morts et des preuves accablantes. Ah ouais, j'ai pas du tout suivi Orange. Le taf est en train de m'aspirer dans une spirale, au revoir. Force à toi Martoni. C'est les retours des avocats sur la condamnation. Oui c'est ça. Ouais, coucou Mr. Grippy, c'est exactement ça, c'est les retours des avocats sur ce qui s'est passé. C'est solidaire informatique chez Ubi, je crois, oui, ok. Coucou Paulette officielle, c'est merci pour ton follow. Orange, c'était il y a 20 ans. Ah, mais si, je sais. Et je crois que les condamnations, elles étaient pas si ouf que ça chez Orange, non? C'est mal comprendre le taf de RH de penser qu'ils font pas leur taf en protégeant les patrons, par contre. Bah, mec sans, je sais pas quel RH t'as, mais si jamais tu as des RH qui ne protègent pas les patrons, dis-nous ta boîte. Parce que, genre, moi, tous les trucs que j'ai entendus un peu à droite, à gauche, il y a un peu cette sensation, et même le témoignage qu'on a eu en début de live, encore une fois, not all RH, peut-être, mais chez Ubi, en tout cas, là, il y a eu des témoignages au début du live en mode, ouais, genre, personne qui s'est retrouvée dans une situation où elle a remonté des problèmes avec quelqu'un, les RH lui ont proposé, en gros, d'être plus en télétravail ailleurs, et lui ont pas renouvelé son CDD en CDI en mode, t'as trop de problèmes politiques dans la boîte. Voilà, disons que voilà, moi j'ai entendu des histoires aussi à droite à gauche où t'as pas l'impression que les RH elles sont trop là pour aider les victimes. Elles sont un peu plus embêtées parce que c'est en mode ah c'est vrai que c'est embêtant de virer quelqu'un qui est assez haut placé ou quoi, même des gens qui sont là depuis hyper longtemps, tu vois. Ouais, mon message est alambiqué mais c'est ce que je dis. Ah ok, les RH sont là pour protéger les patrons. My bad. Après encore une fois, not all RH peut-être. Mais j'ai l'impression, oui, que très souvent, la plupart du temps, c'est on protège les gens qui sont là depuis longtemps, on essaie de faire un peu moins de vagues possible et on s'assure que ce que la victime remonte, c'est bien vrai, qu'il y a d'autres témoignages. Voilà, faut peut-être... effectivement, encore une fois, c'est les problèmes de la justice, hein, c'est le sujet dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a la présomption d'innocence et le problème, c'est que bah il faut prouver hyper fort que tu es effectivement bien victime et que la personne est bien coupable. Et ça, c'est dur. Mais les RH n'accompagnent pas trop les personnes victimes dans leur démarche de prouver que la personne est coupable. Genre, RH, en fait, le métier est côté patron de nature, et RH égale ressources humaines, tu n'es qu'une ressource, c'est limite de la gestion de stock. Évidemment, ils préfèrent virer celui qui rapporte le moins. Bah, c'est ça, c'est plus simple. La personne qui est moins sur les projets, qui a moins d'importance. Le fait qu'il fasse un live, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'étais pas une RH méchante. Toi et les cookies, t'as l'air d'être l'une des best RH. Vraiment. Au RH, c'est souvent les bras armés des docteurs financiers. Le rôle, c'est d'ajouter du beurre, en gros. Un peu ça. Qui dit non, en fait, moi je manageais pas, c'était pas ma relation, c'était pas ma fonction. CCO, Creative Chief Officer, si je dis pas de bêtises, c'était l'intitulé du poste de Serge Asquet, qui l'aliène dans cette position finalement de, on va dire, pouvoir. Oui, parce qu'il est en surplomb, quoi, ça se voyait aussi. C'est ça, que ce soit par ça, par son salaire, par ses comportements, par la place follow, qu'il avait avec le PDG. Mais il y avait ce truc qui était bizarre, c'était d'entendre, non, mais j'étais pas responsable de ça, c'était pas mon management. Moi, tout ce qui était côté relations et ressources humaines, c'était délégué au RH. Donc ça pose toute la question aussi de qu'est-ce que le management en entreprise, ça repose cette question de nouveau, et surtout dans un secteur. Attendez. Qu'est-ce que le management en entreprise? Franchement, déjà dans les entreprises de base, le management c'est un peu compliqué. Mais j'ai pas l'impression que dans le jeu vidéo il y ait vraiment des managers. Les personnes qui bossent dans le JV, dites-moi. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient vraiment managers dans le JV. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes créatives qui deviennent lead parce que c'est le parcours qu'on leur propose de monter en compétences. Mais en fait, ça ferait mieux d'être des experts. Et j'ai l'impression, ouais, qu'il n'y a pas de personnes qui sont formées à être vraiment managers. Limite, des managers, ça devrait pas être des personnes qui savent
comment dire, je vais être extrême, mais ça devrait limite pas être des personnes qui savent faire votre métier, vous voyez. Ça devrait être des personnes limite qui prennent du recul, qui vous guident dans ce que vous faites, quelle tâche, quel jour, Alors, moi, quand même, je pense qu'il faut qu'elles sachent un petit peu ce que vous faites pour pouvoir vous guider dans quelle direction aller si vous avez un problème, vous débloquer sur, j'en sais rien, un process ou quelque chose comme ça, mais un manager devrait pas dire « Ok, je prends ton sujet et je le fais à ta place ». C'est pas ça, quoi. En fait, manager et team lead, c'est pas la même chose, mais c'est ça. Le management, c'est très clair hors de France, mais pas chez nous. Hein. En France, il n'y a pas de manager pour moi en France. Mais ouais. Et les patrons sont en mode « Oh, on fait passer sous le tapis, on verra si quelqu'un se plaint. » Bah oui. Rien à voir, mais par rapport à Insta hier, on s'est mal compris, sorry. Non mais t'inquiète. On a essayé de prendre un manager, ça a pas marché. Maintenant, c'est les leads qui gèrent. Est-ce que manager, toi, Yoann, ça se passait comment? En fait, il faisait quoi, ton manager? Il était complètement à côté de la plaque et tout ou Parce que moi, tu vois, le format que j'avais quand j'étais dans ma boîte hors JV, donc web, c'était, on avait un lead, mais qui était manager. Donc en gros, c'était un UX designer qui était vraiment tout en haut, quoi. Qui en gros était censé nous guider, donc c'est-à-dire que c'est lui qui récupérait les sujets des producteurs, qui savait tous les sujets des clients qui allaient arriver, qui les répartissait sur les autres UX designers en mode tiens, toi t'es plutôt playtest, donc c'est toi qui vas faire, toi t'es plutôt analyse de données, c'est toi qui vas faire, toi t'es plutôt design, donc c'est toi qui vas faire, et en fonction de nos plannings, il choisissait, et ensuite il faisait des points toutes les semaines pour savoir comment on avançait, quelles étaient les problématiques qu'on rencontrait, ou nous débloquer sur des solutions. Par exemple, il était en mode tiens, je te conseille de démarrer ton projet de telle et telle manière, tiens, je t'ai dégrossi ça, je pense qu'il faudrait le faire avec tel process. Mais techniquement, il était censé toucher à rien. Et lui, il touchait encore à des sujets. Il était encore vachement dans la production, quoi. Et pour moi, et pour notre big boss, il aurait été censé rester juste ce que je vous racontais dans cette première partie, genre vraiment en mode je manage l'équipe. Dans le jeu vidéo, j'avais un lead, mais pour moi, il me manageait pas spécialement. No offense, hein, parce que je l'adorais et tout, mais pour moi, c'était pas manager, quoi. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Quand on voit mon ancien N+1, tout allait bien. Non, mais toi... je vais rien dire, mais ouais, non, c'était clairement pas manager, toi. Hein. Manager, c'est gestionnaire en France, mais comme ils traduisent pas, ils savent pas ce que ça veut dire. Ouais, bien d'accord. Après, c'est comme un marketeur qui bosse sur un produit, on lui demande pas des spécialistes, mais de comprendre ce produit. Je suis d'accord. Le manager doit cadrer le bon avancement des projets, l'évolution des équipes, la charge de travail de chacun pour que ça avance au mieux. Et du coup, ce serait quoi la différence pour vous entre manager et producteur ou chef de projet? Parce qu'en fait, c'est vachement lié du coup un peu. Mais en même temps, chef de projet, pour moi, il est vachement plus en lien avec le client, quoi. En fait, un manager doit... Ouais, ok. C'est bien d'avoir un manager qui connaît le métier quand même. Non, faut qu'il connaisse le métier. Mais faut pas qu'il soit spécialisé dedans, parce que j'ai l'impression que quand ils sont spécialisés dedans, ils ont envie de faire le taf à ta place, tu vois. Ils ont envie de produire, en fait. Ils sont malheureux. Parce qu'ils sont en mode, putain, mais moi, j'ai pas envie de manager, j'ai envie de produire. C'est pour ça, avec des leads techniques, ils aiment pas quand ils se retrouvent manager parce que ils passent leur vie en réu et plus à créer. Exactement. Mais technique, design et tout aussi, ouais. Gérer les tâches et les temps de travail, sauf qu'ils captaient pas trop l'orga global, du coup, il était vite largué, on finissait par se gérer nous-mêmes. C'est souvent ça. Le manager connaît pas vraiment le graphisme, des fois, il me demandait des trucs en mode, non, mais ça prend 5 minutes. Ah oui, non, ça, c'est un autre problème. J'avoue, c'est trop extrême. En gros, ce que je veux dire, c'est plus en mode, il faut pas qu'il soit UX design, enfin, pour moi, UX design pur et dur dedans, parce qu'il sera malheureux à terme, tu vois. Faut qu'il connaisse, mais il faut pas qu'il pratique trop. Manager dans le jeu vidéo ne devrait pas être une évolution de carrière, mais une des deux voies entre management et expert. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut que ce soit une personne qui pratique le métier à la base. Ouais, mais moi, j'ai vu que des personnes malheureuses quand elles pratiquaient le métier à la base, tu vois. Et s'il lui manque des compétences, le former. Après, le management, il y a beaucoup de compétences humaines. Il faut ensuite suffisamment staffer les équipes pour qu'ils puissent manager. C'est ce que j'essaie de comprendre depuis tout à l'heure. Ouais, c'est dur, hein. Une bonne équipe de compétences au métier, mais quelqu'un qui accepte qu'il aura plus d'opérationnel. Vous en connaissez des gens comme ça? Moi, vraiment, j'ai jamais vu une seule personne qui acceptait de plus avoir d'opérationnel. J'avoue que perso, je préfère 1000 fois recevoir les ordres d'un collègue qui fait un travail similaire au mien qu'une personne externe à l'équipe de prod qui ne sait même pas ce que c'est la différence. Non, mais je suis d'accord, il faut que la personne, elle connaisse le sujet. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un manager qui a quand même un lien avec ce que vous faites, mais je vous garantis, en tout cas moi de tout ce que j'ai vécu, une personne qui connaissait le UX design et qui designait de base, qui devient lead, était malheureuse. 100%, dans 100% des cas. Mais ouais, extrêmement volatile comme jeu vidéo, ça bouge vite, tout change vite, et on entendait souvent justement cet argument de la pression qu'ils subissaient, que leur agenda est extrêmement rempli. Et donc quand on entend tout ça, on se pose la question de est-ce qu'ils se rendaient compte est-ce qu'ils ont été responsabilisés sur leur fonction? Ouais.
Mais alors, je reviens sur le recueil de témoignages, mais peut-être aussi, on peut commencer aussi, va falloir parler un peu de l'aspect, je sais pas si tout le monde a lu tous les papiers, les enquêtes, etc., mais rentrer un peu, je sais pas comment, par quel bout prendre, mais rentrer un peu par les faits qui leur sont reprochés, quoi, qu'on se rende compte un peu de l'ampleur de la tâche, mais aussi notamment dans le recueil de témoignages, parce qu'il a fallu que des personnes parlent d'humiliation quotidienne, et du coup, comment ça se passe aussi parce que il y a potentiellement des dizaines de victimes et à la fin il y en a moins de 10 qui se retrouvent devant le tribunal. Voilà, comment t'expliques, comment vous expliquez vous tous les deux le fait que entre des dizaines de personnes qui se disent victimes ou témoins, notamment sur l'enquête interne qui a suivi les révélations de Libé, comment vous expliquez que il y en ait si peu qui arrivent devant le tribunal, mais et aussi incidemment, c'est la gravité des faits, quoi. Comment ça a dû être très très dur de parler. Il y a deux raisons qui expliquent le nombre de victimes assez faible, le nombre de victimes déclarées assez faible. La première, c'est qu'on retrouve dans tous les réseaux, on va dire, où on se grille facilement, l'édition, la télé, le cinéma, le jeu vidéo. Attaquer son employeur ou des gens haut placés, ça veut dire que dans une potentielle embauche future, tu pourrais poser problème. On apparaît comme celui qui est capable d'attaquer son employeur, et notamment au pénal, ce qui est très rare. Donc ça veut dire qu'en termes de potentialité de pouvoir trouver un boulot plus tard, c'est pas forcément évident. Et puis Ubi, c'est la moitié du chiffre d'affaires du secteur en France. Oui. Et ça me fait péter un câble, parce que quand même, vous vous rendez compte, en fait, c'est en train de dire, genre, tu as subi quelque chose d'horrible, et en fait, on se dit potentiellement, on l'embauche pas parce qu'elle va poser problème. Et je trouve que ça, c'est dingue. Parce que tu te dis, mais si vous commencez à vous dire que potentiellement la personne va poser problème, c'est peut-être que déjà vous avez des problèmes en interne. Genre, en fait, je comprends pas ce raisonnement. Ceux qui acceptent d'être lead et abandonner complètement la partie personnelle sont généralement des gens qui n'apprécient pas complètement leur métier à la base, j'en connais, ok. J'adore aussi mon métier, par contre, j'ai pas appris à manager dans le JV, mais avec une personne incroyable chez Orange. Ah oui, bah oui, toi, Lady Azura, t'étais lead. Du coup, tu le vivais comment? Genre, t'aimais bien ou pas? Est-ce que tu designais ou plus du tout? On m'a menacé de me pourrir auprès de futurs employeurs quand j'ai commencé à mes démarches. Mais non, mais tu vois, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je comprends pas, en fait. Genre, je me dis, putain, je comprends pas. Pour moi, si tu fais ça, c'est que... Enfin, si tu vois ça comme ça, c'est que tu as déjà des problèmes. Si tu vois quelqu'un et tu te dis on le prend pas parce qu'elle a trop de trucs autour d'elle, alors que la loi te donne raison en plus, hein, genre le mec est considéré comme coupable, et c'est bizarre. Ouais, bah, si tu l'embauches pas, elle aura pas de problème, ça c'est sûr, mais du coup elle a un autre problème. Un problème de plus d'argent, plus de boulot. Mais ce raisonnement est logique aussi, tu n'es jamais au courant de tout ce qui se passe dans ton entreprise. C'est-à-dire... Genre logique en mode on n'embauche pas quelqu'un qui a eu des soucis. Bah ouais, mais enfin c'est pas une solution, tu vois. Je trouve pas que ce soit une solution. Surtout si la personne elle est hyper douée, elle travaille très bien versus une autre personne qui, je sais pas, est peut-être moins douée, travaille moins bien. Tu vas te dire je prends pas la personne qui a déjà eu des soucis parce que elle va m'en causer. Bah techniquement, si elle t'en cause, c'est qu'il y a des problèmes dans ta boîte, peut-être, tu vois. On gasaille de fou quand tu commences tes démarches, ouais. Non, c'est pas ce que je dis, ok. En mode, il tente d'inverser les rôles, c'est les victimes. Je comprends pas trop, là, ouais. Enfin, je comprends. Je sais que ça se passe comme ça, mais je comprends pas. C'est la moitié des emplois. C'est 4 000 emplois, si je dis pas de bêtises, sur 10 000. 4 000 C'est la moitié des emplois dans le secteur, donc oui, c'est sûr que c'est... Oui. Je pensais qu'il y en avait plus. C'est très très fermé, donc pour ceux qui sont partis, il y a la volonté de ne pas se griller auprès du milieu, et puis ceux qui sont restés, on comprend bien le silence de ces personnes. C'est-à-dire que même si Serge Asquette, Tony François et Guillaume Patrux ne sont plus dans l'entreprise, vu que le discours qui était porté autour de ce procès-là, médiatiquement par le syndicat et moi, c'était de dire que Ubisoft était également responsable de tout ça, et bien finalement, s'ils s'inscrivaient dans ce procès, ils s'inscrivaient aussi contre Ubisoft, puisque c'était quand même notre fond de discours. Et donc, les personnes qui restent chez Ubisoft ont, à mon avis, très très peur de s'inscrire dans ce procès-là, puisqu'on attaquait aussi l'employeur. On a pu voir ça avec une des témoins qui s'est déclarée justement aussi victime pendant son témoignage. Oui, ça a été témoin à décharge. C'était étonnant comme ça. C'était très étonnant, et d'autant plus que elle a été proposée justement de rejoindre des policiers civils. Bon, elle a refusé pour des raisons qui lui sont propres. Mais il y a aussi, j'en ai parlé déjà d'autres choses, c'est comment on appelle ça, c'est la prise en compte de conscience d'être victime déjà. C'est ça le premier, parce que pareil, si on va en parler à quelqu'un, on peut se retrouver comme, je vais dire un terme un peu jeune, on va se retrouver gaslighté. On va dire non mais c'est comme ça, non mais tu connais telle personne. Donc même quand on parle en tant que victime, on va souvent se retrouver face à ce que nous on surnomme le mur des RH, mais il peut être aussi amical ce mur, hein. Il est pas forcément que dans l'entreprise, il peut être les amis qui vont dire mais tu penses à ta carrière, mais tu penses à plus tard. Il y a l'idée justement d'être blacklisté dans le secteur, vu que c'est un secteur très petit où les emplois seront rares, et plus la pression monte avec en plus l'IA on entend souvent que l'IA va commencer à remplacer des jobs, donc on va commencer à avoir peur de perdre notre emploi dans le jeu vidéo. Il y a la passion des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, ça c'est très important, donc qui veulent pas en fait quitter Ubisoft, ils aiment la marque Ubisoft, ils aiment beaucoup la marque Ubisoft, donc ils ne se voient pas travailler dans un autre studio pour une autre marque, parce que c'est la passion d'une vie pour certaines personnes, et donc voilà, j'ai ça que j'ai en tête, mais il n'y a pas que. Il y a une remarque intéressante dans le chat de XNECAT qui dit qu'effectivement c'est aussi une industrie qui emploie à peine 24% de femmes. Oui. Et oui, ça c'est un gros problème. Comme aussi,
une bonne part des victimes. Maintenant 20, je crois. Parce qu'il y a aussi du racisme, de l'homophobie, etc. dans l'ensemble de ce qui est dans le champ du harcèlement retenu dans le procès. Mais oui, c'est pour toutes les femmes plaignantes, c'est aussi un autre frein. Et ça pose une question encore plus large, parce qu'on nous retorque le fait qu'il y ait moins de femmes dans l'industrie du jeu vidéo, voire même de la programmation et de la tech en général, par le fait qu'il y ait moins de personnes dans les écoles déjà. Et dans les écoles, pareil, déjà commence un peu cette ambiance. On a plein d'articles de presse ou autres, ou rapports, qui parlent justement du bizutage dans les écoles, qui parlent des soirées où il y a des dépassements du harcèlement, voire des agressions ou pire dans les soirées des écoles, etc. Donc déjà, il y a cette chose qui fait qu'on n'est pas invité dans ce secteur quand on est une femme ou quand on est différent ou différente. Il y a ce truc de vous n'êtes pas les bienvenus. Donc à ce moment-là, les personnes ne postulent pas. Et ça, encore avec toutes les pressions qui peuvent venir après, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, etc. Mais déjà là, juste cette question-là ça commence très tôt dans le parcours d'une femme, le fait d'être harcelée, de ne pas être même pas accueillie ni bienvenue dans ce milieu. Ça pose la question plus tard de qu'est-ce que le rôle ensuite des entreprises qui, elles, aussi subventionnent, soutiennent les écoles et peuvent mettre une pression aux écoles. Non, vous savez aussi, on peut vous mettre pression pour avoir des objectifs à atteindre en termes d'égalité homme-femme. Il y a aussi cette question. Et d'ailleurs, l'aspect bizutage, ça rentre complètement même dans la stratégie de défense, quoi. Quand par exemple il y avait cette histoire il y a une plaignante qui disait mais à un moment j'ai été ligoté sur ma chaise et ils m'ont mis dans l'ascenseur, ils m'ont envoyé à d'autres étages. Et la défense de Tommy François, c'était on le fait à tout le monde et on me l'a fait quand je suis arrivé, donc c'est normal. Oui, c'est ça. Ça, c'est une dinguerie, genre, de réagir comme ça. Mais c'est comme ce qu'on se disait tout à l'heure, en mode bizutage. Et c'est vu ça normal, quoi. T'as 100% le droit et la légitimité de te défendre face à l'injustice et l'abus de pouvoir de la hiérarchie. Ouais. C'est vrai, mais pour l'avoir vécu, il y a des salariés qui peuvent rendre les choses très compliquées, surtout s'ils sont managers, par exemple. C'est-à-dire, tu parles du cas de tout à l'heure où je disais, ouais, c'est pourquoi genre, Merde, attends, je disais quoi Ah oui, pourquoi ils embauchent pas des gens qui ont eu des problèmes avec la justice. Je dis pas qu'il faut condamner ceux qui font les démarches pour faire justice et arrêter d'être une victime, ok, t'as 100% le droit, ouais. Pour autant, il y a des gens qui abusent de ça. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, quand je parle de ça, je suis plus en mode, je prends les extrêmes, tu vois, je me dis là quand même, Ubisoft, on sait qu'il y a des problèmes, il y a eu un procès, c'est allé au pénal. Typiquement, si à ce stade-là, t'es en mode non, je l'embauche quand même pas parce que ça pose trop de problèmes, il y a quand même un gros souci, tu vois. Toujours demander aux collègues hommes les fiches de paie, on a régulièrement des surprises. Au secours. Au secours. J'avoue, j'ai jamais trop demandé, je crois. Mais ouais, j'avais vraiment une position UX stratégiste au final. Ok. C'est ce que disaient vos camarades, c'est que en fait il y a une telle banalisation des actes de violence et d'humiliation déjà très tôt dans les écoles. Rago et tout, j'avoue, c'est chaud picate. Comme le disait François au cours de tout le procès, c'est pour être fun, etc. Sauf qu'en fait, on oublie souvent que dans les actes d'humiliation de ce type-là, oui, il y en a un qui rigole, qui est finalement l'agresseur, ou celui qui harcèle, et puis il y a la victime qui rigole beaucoup moins et qui est humiliée. Et en fait, dire que c'est d'un commun accord qu'on se ligote les uns les autres sur des chaises, qu'on se met dans l'ascenseur ou qu'on va s'embrasser sur la bouche lors de soirées, voilà, c'est vraiment le système du bizutage. Mais en fait, le bizutage, il y a la domination du plus puissant sur le plus faible qui vient d'arriver. Et là, c'est exactement ce qui se passe aussi dans cette entreprise. Et même quand les gens ont un certain nombre d'ancienneté, ils restent bizutés en permanence s'ils ne sont pas d'accord avec le groupe majoritaire. Nicolas Hauss, que je défendais, est resté longtemps dans l'entreprise, mais il était élu du personnel, et donc il remontait les revendications, ça ne plaisait pas, et bien il a été humilié pendant toute la période où il a travaillé là. Oh putain, l'enfer. Il y a une culture du milieu, que ce soit de l'école, puis, et même des... En vrai, c'est un peu le truc après, genre si tu dis que t'aimes pas, les gens ils vont commencer à être en mode ah mais t'es pas fun, ah mais ça va, on a fait ça à tout le monde, Et en vrai, je parle de ça là, mais que ce soit dans le jeu vidéo ou même ailleurs. Alors moi, je sais qu'il y avait des potes, c'est un peu ça, c'est on a toujours fait ça, pourquoi tu veux pas, t'es relou et tout, et la pression un peu de te dire bon bah si tout le monde le fait, il faut le faire, quoi. Donc comment faire Ça va jusqu'aux joueurs, quand on le voit, quand il y a des problématiques de harcèlement, de certains réseaux de joueurs, de sexisme vis-à-vis de certains joueurs, etc. Enfin, le milieu est très impacté par le racisme, le sexisme. Ouais. Et une des défenses que j'ai pas du tout approuvé justement parmi les prévenus, ça a été que c'était la culture geek. Ouais. Ça alors, cette culture geek, elle est aussi vaste que la société, donc elle contient aussi des propos sexistes et racistes que dénoncent aussi d'autres personnes de cette même culture. Donc elle n'est pas unie. Elle n'est pas homogène, donc y a cet argument, moi, il m'irritait personnellement parce que je me disais, moi aussi je suis de la culture geek, je fais pas les mêmes choses. Oui, on peut résister. Ouais, ok. Ouais. Assume de pas être femme, ils vont rien faire. Mais en fait, si, c'est ce qu'elle disait. Elle disait justement tout à l'heure qu'il y en avait un qui avait dit non, mais c'est pas fun et ça fait pas rire les gens, et qu'apparemment il a subi un peu tout le long où il était là, quoi. Donc c'est ça, c'est que toi, si t'es ok, te dire vas-y, j'assume et puis balèque, ça se fait. Mais t'as des gens qui vont te faire la gueule, t'as des gens qui vont être plus chiants avec toi. C'est difficile, tu vois, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Donc voilà, j'avais envie de regarder ça un peu sur Ubisoft pour voir ce qui était dit par l'avocate et pour voir ce qui était dit aussi, genre au final, quelles étaient les sanctions, qu'on en parle un peu ensemble, mais ouais. Il y a un directeur d'école privée sur Montpellier qui était directeur de MBS, il a fait du chantage à des étudiants à base de « si tu me files pas 15K, t'as pas ton diplôme ». Bon bah le mec est encore directeur d'une école, ça pose 0 problème visiblement. Et ça a été remonté et tout, et balèque. Je n'estime pas ma capacité à faire chier ceux qui me font chier. Ouais. Donc ça c'était Ubi. Je voulais parler quand même aussi vite fait de Microsoft parce que ça aussi c'est important hein. Et oui voilà c'est le jeu qui a été annulé. Attendez j'ouvre un peu tout. J'ouvre tout, je crois que j'étais tombée sur ça. Ouais alors je crois que ça date de ça date là de tout récemment, 2 juillet. Il y a Microsoft qui a décidé de de dire ciao bye bye à encore des personnes. C'est une dinguerie. Par hasard, les chefs qui ont des casseroles au cul, ils ont pas de problème à retrouver du taf, ouais. Quel enfer. Il est fun jusqu'au moment où il vit une meuf après avoir... Oh là là, comme on aurait pu s'en douter. Ouais, ouais c'est ça. Sachant qu'il y a eu apparemment des histoires de viol, hein, du coup, dans l'histoire d'Ubisoft, de ce que j'ai compris là dans la vidéo. Apparemment, il y a eu des cas, mais qui n'ont pas été évoqués, de ce que j'ai compris. Ça a l'air de choquer personne finalement. Moi, un directeur comme ça, je l'interdis de travailler en école. Bah ouais, clairement, tu ne demandes pas de l'argent à un gamin. Bref. Bon, Maya, t'as fini avec ta corne là? C'est quoi ce boucan? On peut pas travailler tranquille. Ouais, Microsoft, j'avais envie d'en parler parce que Microsoft quand même. Alors encore une fois, moi quand j'étais chez Asobo, donc c'était donc là en 2024, je me demande si c'était pas un peu avant qu'ils ont parlé de ça aussi. C'était très le délire de ok let's go, on va partir sur des jeux plus indés et tout. Au final, donc ils ont pris leur direction avec à ce moment-là il y avait le Xbox Game Pass et tout ça. Bref, bon, je me perds un peu dans mes propos, mais il y avait eu quand même, je crois, un bail à un moment de on va s'orienter plus vers de l'indé, et en fait, ils ont commencé à fermer masse de studios. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire il y a un problème et j'ai pas envie de bosser pour une entreprise qui est en train de tout fermer, genre demander à des gens de travailler, et puis en fait, les jeux sortent trop tôt, au final, ils ferment les studios, enfin bref, ça me dégoûtait un peu avec le Game Pass et tout ça. Mais il se trouve que Microsoft a encore frappé, parce que ils ont décidé de virer 9000 personnes. Voilà. C'est ça, hein, je crois. 9000 personnes, c'est la 2e fois qu'ils virent des gens dans les derniers mois, et c'est encore plus gros que celui d'il y a 2 ans, quoi. Montre-lui à cette corde, qui c'est la chef. Donc ouais. C'est quoi 19 nanana. Ah oui, parce que ça impacte donc du coup plusieurs divisions, ça impacte pas juste le Xbox côté jeux vidéo. Coucou Tarer, comment ça va? 9000 plus que toutes les autres, de plus que toutes les autres. Ah oui, ok. Ah oui, pardon. Non, attends. About 9000 workers. T'es sûr? Parce que là, moi, je vois littéralement, ils virent 9000 personnes. Hein. Ils virent 9000 personnes. Et oui, du coup, voilà, John Romero qui voulait faire un FPS et qui a perdu, du coup, sa partie du contrat et qui pourra pas faire ce FPS. Mais attendez, je me remets dans l'ordre. Donc ouais, voilà, il y a un cut... Alors attends. Et parce que c'est le truc que je voulais voir, c'est 9000 personnes en recherche d'emploi là. Est-ce que ça va, t'y arrives? Tu trouves, est-ce qu'il y a des offres et tout d'emploi ou comment ça se passe pour toi? Quelle surprise, Microsoft est finalement une entreprise qui rachète les entreprises dans un secteur et tente de s'installer en quasi-monopole pour ensuite virer tout le monde et dégrader les services pour faire du profit. Quelle surprise! Si même Romero est pas safe, non mais arrêtez. Mais ouais, voilà, ils ont, en gros, si vous voulez, le 2 juillet, Microsoft a commencé à envoyer des petites lettres, voilà, de ok, c'est au revoir, tu dégages, qui touchent donc la Xbox Video Game Business, mais aussi d'autres divisions. Et parmi ceux qui perdent leur job, il y a 830 personnes qui sont rattachées au QG de Microsoft à Redmond, Washington, voilà quoi. Et donc du coup, Microsoft est en train de dire qu'apparemment le coupage, là, les cuts, ça va affecter beaucoup d'équipes dans tout le monde entier. Donc il y a la division des ventes, il y a tout ce qui va être changement organisationnel, part of organizational changes needed to succeed in a dynamic marketplace. What? Ah oui, parce que j'avais lu ça, en fait, ils ont viré des gens parce qu'ils se sont dit comme ça, il y aura moins de personnes, comme ça, il y aura moins de hiérarchie, comme ça sera moins lentement, et donc, on sera beaucoup plus dynamique. Voilà.
Mais ce qui est bizarre, c'est que celle-là, ça dit la compagnie va pas dire le nombre de layoffs, de virements, mis à part le fait que c'était à peu près 4% de la force de travail qu'ils avaient il y a 1 an. Ok. Et apparemment, Phil Spencer a envoyé un petit mémo en disant... Ouais, c'est ça, que l'objectif de la cut, c'était de positionner le business, catégorie type vidéo game, pour assurer le succès et nous permettre de nous concentrer sur les idées de growth area, genre de comment on va grossir. En gros, dégager, on va mieux se focus, s'il vous plaît. Merci, au revoir. J'essaie de me concentrer pour pas vous traduire de la merde. Oui, voilà, c'est ça. Xbox a envie de suivre le lead de Microsoft en enlevant des différentes couches de management pour augmenter l'agilité et l'effectiveness, à quel point c'est effectif, quoi. Donc c'est vraiment ça. On vous dégage parce qu'il y a trop de personnes, parce que c'est trop lent, et du coup, moins on a de gens, plus on pourra communiquer vite, et plus on sera rapide et effectif. En juin 2024, ils avaient Microsoft avait employé 228 000 personnes à temps plein. La dernière fois qu'il avait reporté justement son compte annuel. Et du coup, les derniers layoffs, ça a enlevé à peu près 4% de cette force-là. Sauf qu'il y a eu 3 layoffs cette année. 3 layoffs cette année. Je rigole, mais c'est nerveux. Hein. Voilà. Et du coup, ils vont pas forcément réembaucher des gens parce qu'ils pourront pas remonter, ils vont sûrement pas remonter en tout cas aux 228 000 employés, quoi. Voilà. Et donc, du coup, le 9 000 personnes, c'est le cut qui a été imaginé des 4% par rapport aux 228 000, quoi. Comme ci, comme ça, c'est compliqué le domaine du social media, beaucoup de demandes, peu d'offres. Ouais, pas que le social media, mais ouais, j'avoue. Hein. C'est chaud en ce moment. Hein. Puis la plupart des boîtes souhaitent des juniors, des bénévoles ou alternants. Attends, au sérieux? Pour moi, ils cherchaient des seniors sans télétravail ni rien. Et juniors et tout, oui, c'est moins cher. Hein. Il y a plus de Xbox France, toute la division a sauté. Je crois que c'est environ 9 000 personnes, mais je peux me tromper. À prendre avec des pincettes. Qui a 4% sur 230 000 personnes. Waouh. Ah, c'est chaud, hein. Ça prépare l'utilisation générée de l'IA comme chez Meta. Arrête. Tous les 2 mois, ils dropent des gens, mais quel enfer d'avoir cette épée de Damoclès. Mais ouais, vraiment. Vraiment. Et tu vois, là, moi, je pense vachement à Sobo, qui bosse avec Microsoft. Et je suis en mode... Déjà, je me rappelle qu'on était inquiets quand on était avant de publier Flight Simulator 2024, parce que on avait vu Arkane... putain, c'était Arkane Texas, je crois... qui avait sorti leur jeu où c'était une cata. Il y avait... j'ai oublié les noms, purée. Le jeu dans l'espace, là, qui a pas tant réussi. Le gros jeu dans l'espace qui est sorti, là. Ouais, Redfall. Non, pas Prey. Il y avait Redfall, du coup, pour Arkane Texas, où ça avait été la catastrophe, et c'était Microsoft. Arkane Austin, pardon. Avec Microsoft, justement, qui était derrière. Starfield, exactement. Et ensuite, il y a Starfield qui est sorti, où les gens étaient en mode « What the fuck ?» Il y a des trucs bizarres. Mais je crois que Starfield, il n'y avait pas Microsoft qui était derrière? J'ai un doute. Je me plante peut-être sur Starfield. Mais il me semble qu'il y avait Microsoft derrière. Ouais, si, ok. Et donc, on a vu ces 2 jeux-là qui sont sortis, et on était en mode jamais 203, est-ce qu'on va pas se faire taper dessus aussi? Parce qu'on a quand même Microsoft aussi derrière nous. Donc bref, là, moi, grosse pensée pour les équipes à Sobo. Voilà, j'ai juste envie de dire qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà quoi. Tout Bethesda France qui a sauté il y a 2 ans, non mais c'est un enfer. Hein. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et je comprends pas que ça puisse être normal, ce monopole comme ça. Mais voilà, cette année, depuis maintenant, cette année, ça a été vraiment le plus gros layoff, ça a été en mai, quand Microsoft a commencé à enlever 6000 travailleurs. 3% de sa force globale de taf. Et donc, c'était le plus gros cut Enfin, je galère à traduire, mais c'était le plus gros cut. Désolé s'il y a du franglais. Le plus gros cut, en gros, de toutes ces 2 dernières années. Mais maintenant, c'est encore plus vénère. Hein. Et maintenant, ça continue. Apparemment, ils investissent énormément d'argent dans les data centers. Mais ouais. Et voilà. Pour améliorer les ambitions d'intelligence artificielle. La compagnie a anticipé ses dépenses et ça va lui coûter à peu près 80 billions $. Billions, c'est des milliards? Ouais, dans la dernière année fiscale. Ok, ils anticipent le fait que ça va leur coûter 80 milliards de dollars dans la dernière année fiscale. Ok. Ils ont enlevé 300 personnes qui étaient travaillées chez Redmond, dans le QG de Redmond.
en plus de 2000 personnes qui ont perdu leur travail dans le Puget Sound Region en mai. Et la plupart d'entre eux, c'était des... Attends, most of them in software... Ah oui, la plupart d'entre eux, c'était des software engineers et des product management roles. Ok, des rôles de management. Ok. Pre-learning, blablabla. Et voilà, leur objectif, c'est de construire une high-performing teams. Je comprends pas, en fait. Et augmenter leur agilité en réduisant le nombre de personnes. Ils tègent les managers. Genre, c'est littéralement ce dont tout le monde se plaint en mode on a besoin de managers, ils tègent les managers. Compagnie a repeatedly characterized its recent layoff as part of a push to trim management layers. Ok. Blablabla. Mais tout le monde s'inquiète. Comment la compagnie va gérer avec justement son code, et ça, genre, c'est son intelligence artificielle, quoi. Ils sont plus en train de voir ça, genre, est-ce qu'ils sont pas en train de réduire des gens parce qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle? Oh, ok. Environ 20 à 30% du code pour les projets de Microsoft sont écrits by software, genre par leur intelligence artificielle, ou je me plante? Ou je me suis plantée. Oublions pas que même si c'est mondial, ce sont aussi des entreprises rincées d'argent public et de réduction d'impôts en tout genre. Yes. À ce rythme, ils seront à vide dans 20 ans. Bah, avec leur IA, quoi. Envie que leur data center explose à cause de la chaleur. Let's go, viens, on va le péter, Clarouchan. Ils quittent la bulle spéculative JV pour aller dans la bulle spéculative IA. C'est chaud. Et ça veut pas nous lâcher un petit 10K en légende, là, au lieu de faire des bêtises, on les utiliserait mieux, nous. Mais vraiment, putain, c'est de la vision à un court terme pour faire des profits de fou, mais sans... Et ça, c'est un truc. Ça me fait péter un câble chez Microsoft. Et c'était le même bail pour Flight Sim quand il est sorti. C'était... En fait, ils avaient des visions de chaque année, les jeux doivent sortir, il y a tant de jeux qui doivent sortir à tel moment, et ils étaient, même si on était en mode putain, le jeu il est pas prêt, vous êtes sûr, vous voulez pas décaler, ils non, 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 ça doit sortir, on doit faire du chiffre là, à ce moment-là, dans cette année. Mais en vrai, sur le long terme, même s'ils auraient perdu sur cette année, l'année d'après, ils auraient eu peut-être un meilleur jeu, des meilleures ventes, des meilleurs retours et tout. Et donc, j'arrive pas à comprendre à quel point, quand t'es financier, tu peux penser aussi court-termiste. Je me dis, s'ils continuent de faire ça, c'est peut-être que ça marche, je sais pas, mais ça, c'est chaud, quoi. Ça sent l'ubérisation de Bétré, vraiment. La vision court terme, ouais, j'ai eu... Ouais, c'est ça. Non, c'est chaud. Ils veulent tout remplacer par l'IA, je comprends pas, en fait, là. Déjà, leurs jeux, ils sont mal faits, pas optimisés, ils ont plein de bugs. À quel moment, avec l'IA sans humain, ça va marcher? Ils se focusent de plus en plus sur l'intelligence artificielle, le cloud et les prochaines générations. Ils veulent couper les coûts autour de Xbox et ceux autour des Legacy Areas, je sais pas ce que c'est. Je pense que... Ah oui, ils ont trop embauché sur les dernières années. Et du coup, c'est Nadella et... Attends, vas-y, c'est Nadella and Team. Ouais, c'est Nadella et les équipes qui s'assurent qu'ils restent toujours efficient. Attends, and at the same name of the game in Wall Street. Ok. IA, quoi. IA à balle. On réduit les managements. On reste hyper effectif, efficient. Efficient. Puis j'ai plus les termes en français. Rapide, quoi. Effectif, efficace. Ok. Ah oui. Trimming of the Xbox staff follows Microsoft years long expansion. Ouais. En 2023, ils sont montés à 75,4 milliards avec l'activation de... Ah oui, putain, c'est vrai qu'ils avaient acquis du coup Activision Blizzard. Oh putain. Mais putain, genre, arrêtez. Et avant ça... Ah oui, l'objectif, c'était d'être en compétition avec PlayStation. Ils avaient dépensé 7,5 milliards pour avoir Zenimax Media, le parent de la compagnie Maryland. Ok. Many of those game studios which have location across North America and Europe avaient du mal... Ah ouais. La plupart, pardon, désolé, je lis en anglais, en même temps j'essaie de vous traduire, faudrait peut-être que je lise en anglais d'abord et je traduise ensuite au global, mais la plupart de ces studios de jeux vidéo, qui étaient du coup basés en Amérique du Nord et en Europe, galéraient avec justement les virements. Layoff, je sais pas comment le dire en français, c'est genre le fait que les gens soient virés, quoi. Et apparemment, ils sont tous en train de chercher des nouveaux tafs. Putain, l'enfer. L'enfer. Donc voilà, je voulais vous en parler vite fait, hein. Parce qu'encore une fois, j'espère que vous comprenez ma petite... Là, les licenciements massifs, j'avoue, je suis con. Genre, j'espère que vous comprenez un peu ma haine un peu contre Microsoft, que je n'avais pas de base, hein, et que j'ai commencé un peu à avoir quand j'ai commencé à bosser... licenciement. Quand j'ai commencé à bosser avec eux, quoi, de voir à quel point je suis en mode, mais je suis grave pas d'accord avec ça, j'aurais été joueuse, j'aurais pas voulu ça. Donc juste, ça fait trop mal au cœur, t'es en mode, putain, énormément d'acquisitions, le Game Pass qui est pas cher, au final qui font augmenter, l'IA à balle, on remplace les gens, on enlève les managers soi-disant pour être plus efficaces,
mais en fait, les gens ont besoin de managers et on vire des tonnes de personnes. Je comprends pas. Je comprends pas. Coucou Yam Corpi, comment ça va? Attendez que j'étais à sorte et il va y avoir une énième purge. Attends, tu connais Eureka, ouais. Il fait une vidéo sur la compta il y a pas longtemps où il explique que les actionnaires sont payés sur les bénéfices à venir. Mais c'est ça que je capte pas. C'est qu'en fait, Tritogen, les actionnaires, ça tient pour le moment. Mais genre, à terme, ça va péter, tu vois. Et d'ailleurs, je crois que j'avais vu des statistiques qui montraient que là, ces derniers mois, donc là, en 2025, les jeux les plus joués sur Steam, c'était les jeux indés. Et pour moi, c'est sûr que ça va péter, en fait. Au bout d'un moment, tu vois, t'as des jeux comme Expedition 33 qui sortent, qui sont pas full optimisés, qui ont pas une UX de dingue, qui ont des problèmes dans les menus, qui ont des problèmes dans les graphismes et tout, mais les gens sont en mode c'est une dinguerie. Et t'as Monster Hunter à côté qui sort, qui est assez vénère, et les gens commencent à s'en plaindre de fou, en mode vous foutez de notre gueule, c'est pas optimisé, machin. Donc, pour moi, il y a vraiment un truc de... Les gens vont péter un câble au bout d'un moment, en mode vous nous prenez pour des cons. Après, c'est un peu ce que j'espère, mais c'est pas sûr, hein. Et genre, je me dis, je vois pas comment ça peut être viable dans le temps. Les gens finissent par détester et s'énerver. Juste, peut-être, faites des jeux correctement et vous aurez peut-être plus de revenus et moins vite, certes, mais mieux, une meilleure image, plus de gens qui vous soutiennent, je sais pas. Et Simer, Wings pour ton follow. Et Yamenes, ah non, Yamenes, j'avais déjà dit, je crois. Ouais. Et c'est quoi Énième Purge? Tu penses quoi? Qu'il va y avoir encore des gens virés? C'est juste que quand t'investis en bourse, si ça rapporte pas, tu vends tes actions sans regarder et du coup, ils veulent à tout prix éviter les mouvements de capitaux. Ils veulent remplacer par l'IA car les tech bros en haut de la hiérarchie essaient de pousser ça. Mais comme beaucoup de boîtes, ils vont se rendre compte que tout va se chier dessus et réembaucher du monde avec les dégâts et séquelles, exactement. Moi, je pense, hein. Mais c'est pas grave, le jeu s'est vendu plein pot, ils sont contents, c'est ça, jusqu'au prochain. Mais pitié les consommateurs, arrêtez d'acheter les jeux là, je veux bloquer... Non mais... en vrai, non, j'arrête. Moi j'arrête juste... Moi j'achète pas. Franchement, et encore je dis ça parce que... Je dis ça mais c'est pas vrai, il y a des jeux, genre littéralement il y a Microsoft derrière et je suis en mode bon bah vas-y, tu vois, j'aime le jeu, je veux le soutenir le studio, pas Microsoft. Mais ouais, voilà quoi. Je dois bouger, merci Mo pour live et les débats, des bisous à la commune. Bisous Picat, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Un actionnaire, c'est pas une personne, faut voir ça comme un mouvement de foule. Oui, vraiment, il y a pas de vision, ils vendent et achètent en fonction de courbes sans forcément regarder ce qu'il y a derrière, ça m'énerve. Les gros jeux type Call of Duty, FIFA fonctionnent. Garrosh, ouais. Oui, mais ça, j'arrive pas à comprendre. C'est tout le temps la même chose chaque année et les gens achètent quand même, je comprends pas. Simer pour ton follow, Gertax, et bienvenue à toi. Comment ça va? Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu hein, pour vous montrer ce qui est en train de se passer et du coup, ce qui était sorti, ouais, c'était ça, John Romero. Next FPS qui est down, quoi. Il a perdu, en fait, avec tous les licenciements de Microsoft, il s'est retrouvé avec justement son prochain projet qui n'était pas annoncé, qui a perdu tous les fonds, en fait, tous les financements. Et voilà, c'est à cause des cuts de Microsoft, quoi. Et le studio, donc, a annoncé littéralement, on a appris justement que notre publisher a annulé putain, je perds mes mots. Le financement pour notre jeu, avec en plus d'autres announcements, avec d'autres projets d'autres studios qui n'étaient pas annoncés. Et c'est une décision stratégique qui a été faite à un très très haut niveau entre publishers, quoi. Au-dessus de notre visibilité et notre contrôle. Et en gros, on aimerait qu'il y aurait eu quelque chose, quoi que ce soit, genre peu importe, qui aurait pu faire en sorte qu'on soit au courant que ça allait arriver et éviter cette finalité, quoi. Mais ouais, voilà. C'est chaud. C'est très triste. Et il dit... c'est absolument pas une réflexion du travail de notre équipe, de notre performance, de la qualité du projet. On a matché chaque milestone en temps et en heure de manière hyper consistante. On a même reçu genre des praises, genre c'était trop bien et tout. On a passé toutes nos gates en interne, genre leurs attentes en interne. Enfin, ils ont fait tout ce qu'il fallait, quoi, tu vois. Et ils sont en train de voir comment ils vont faire justement pour les prochaines étapes. Et essayer de travailler sur la team de support. Mais ouais. C'est hyper dur pour eux aujourd'hui parce que tout le monde a travaillé ensemble. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. Je trouve ça chaud. Et voilà, c'est pour ça que je pense à Asobo aussi parce que genre je me dis mais let's go trouver vite quelqu'un d'autre, quoi. Parce que personne n'est à l'abri que Microsoft vienne du jour au lendemain en disant c'est ciao. Je trouve ça dingue en fait que ça puisse être possible de faire ça, genre de dire du jour au lendemain c'est ciao, quoi. Même quand on regarde le store des consoles, les jeux les plus vendus sont les AAA multiplateformes style Call of Duty. Ouais, moi je t'avoue que je regardais sur Steam, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait je suis biaisée en regardant sur Steam. Parce que je tombe déjà dans les personnes qui
qui en fait sont déjà sur PC et plus ouvertes potentiellement aux gens indés. Rod, t'as vu la news sur EA et Battlefield? J'ai vu ça chez Origami hier. Ça sent hier. Non, ça sent la cata. C'est quoi la news? Je n'ai pas vu. Les gens pètent déjà un plomb. On a atteint un seuil sur le prix des jeux. D'ailleurs, il y a un communiqué tout frais qui est sorti. Sur le prix des jeux, là? Coucou El Paradiseo, comment ça va? Les distributeurs sentent venir la lassitude des consommateurs entre la mort programmée des jeux et les prix mirobolants. Ouais, d'ailleurs, vous avez vu, il y a une pétition contre Killing Games. Justement, les studios qui font des jeux qui ont toutes leurs informations du coup, enfin qui sont sur le cloud quoi, qui sont en ligne et tout, et qui du jour au lendemain sont morts parce qu'en fait ils entretiennent pas leur serveur pour le jeu, et donc en fait t'as payé ton jeu, j'en sais rien, 70 balles, et in fine, je sais pas, 2 ans plus tard on te dit en fait tu l'as dans le cul, c'était pas vraiment ton jeu parce qu'on n'entretient plus les serveurs, on n'entretient plus le jeu, donc tu peux même pas y jouer en local. Ubi, ça pue. Microsoft, ça pue. EA, ça pue. Est-ce qu'on se rapproche pas de la plus grosse crise du JV qu'on ait jamais eue? Moi, je le pense. Mais encore une fois, je pense que je suis pas assez renseignée sur ça, mais j'ai l'impression que là, c'est assez chaud. En fait, il y a eu une explosion avec le Covid et des entreprises qui embauchent, enfin des studios qui embauchent à balle, des financiers qui qui investissent à mort dans les studios de jeux vidéo et tout, et une redescente assez vénère. Alors parce qu'on a atteint un plafond tellement vénère de thunes, en mode putain, c'était l'âge d'or du jeu vidéo, que maintenant les investisseurs sont en mode toujours plus, il faut pas descendre, il faut pas baisser. Et je sais qu'il y avait des gens qui m'avaient écrit un peu en mode ah, non, viens pas décrocher mon câble. Viens là, Maya. Ah. Oh non, et c'est cogné. Coucou. Oh, ça va? Oh là là, tu remues la queue fort, toi. Oh, elle est trop contente, je m'en suis pas occupée depuis 3 heures. Ah là là. Doucement. Sage. Mais ouais, il est là. Attendez. Oh, le gros dogo. Oh là là. Ouais, ce que je disais, c'est ça, c'est que en fait, c'est arrivé à un espèce de d'âge d'or de purée, on s'est fait plein d'argent et tout, donc on veut surtout pas baisser. Et au final, t'es en mode, vous pouvez que baisser parce que c'était tellement énorme et les gens maintenant sont plus confinés, les gens ne payent plus juste dans les jeux vidéo, les gens ont d'autres trucs à faire, genre mettre leur argent dans d'autres activités et tout ça. Que ouais, je trouve ça assez dingue que les personnes que les investisseurs décident de dire qu'il faut toujours faire plus. Et je sais que j'avais fait, je sais plus, une vidéo peut-être ou une story, ou je sais plus ce que j'avais fait, mais il y avait quelqu'un qui m'avait écrit en mode non mais tu te doutes bien que c'est évident que les investisseurs, ils veulent de l'argent chaque année. Donc je crois que c'était pour Nintendo. Et c'était en mode, ils veulent de l'argent chaque année, donc forcément, ils vont mettre les jeux plus chers, c'est normal. Mais en fait, t'es en mode, non, si tu le vois de manière normale, oui, ça devient normal. Mais ça devrait pas être normal de se dire on change tout pour faire toujours plus. Parce que si tu veux faire toujours plus, je comprends pas en fait quand est-ce que ça s'arrête. Je sais pas. En tout cas, le chien met tout le monde d'accord, ouais. En fait, le problème, c'est la recherche de croissance infinie. Mais c'est ça, Lady Azura. Il y a des gens vraiment qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, mais Maureen, c'est normal, une entreprise, forcément, elle veut toujours faire plus. Ouais, mais je sais pas, non. Je suis pas sûre que ce soit normal. Genre, mais pour tout, hein, que ce soit pour le milieu du jeu vidéo, que ce soit pour de la création de contenu. D'ailleurs, on le voit sur la création de contenu, les trucs qui redeviennent les plus appréciés, c'est les trucs qui deviennent les plus simples. Hein. Les gens, parce que toujours plus, en fait, tu finis par avoir que les mêmes personnes, un énorme monopole, tout le temps les mêmes choses. Et les gens recherchent de l'authenticité, des trucs plus simples où on peut parler, enfin, je sais pas. Ça fait toujours énormément plus de thunes que la plupart des autres secteurs en plus, ouais, exactement. C'est américain de penser toujours plus, etc. Les investisseurs, ils veulent de l'argent, mais ils savent pas comment faire, donc ils croient le type qui donne le plus. C'est ça. En fait, la croissance pour la croissance, ça sert à rien. En gros, hier, revu ses attentes du prochain Battlefield, c'est complètement délirant. Ils veulent revenir à la hauteur de Call of avec un Battle Royale Field à 100 millions de joueurs sur la durée de vie totale du jeu, alors que la licence est en berne depuis un moment et n'a jamais atteint des chiffres de fou. Les équipes n'y croient pas, ils sont déjà en burn-out. Mais juste changez de jeu, en fait. Faites autre chose. Le problème, c'est le capitalisme. J'ai l'impression d'entendre un pote. Une entreprise cherche à être rentable puis du profit, la finance et la bourse de la croissance constante. Ah, c'est chaud. Hein. Tu pues, Maya. Tu sens pas bon. Ouais, peut-être un peu chaud aussi. Mais ouais, c'est chaud. Purple Sea avec le prout, parfait. Elle pue du cul. Tu pues. Ah! Et ouais, je m'appelle Maya et tu viens de dire que je pue. Ah merde!
Nectart, je te promets, c'est pas moi qui ai choisi le prénom du chien, elle s'appelait déjà comme ça. Bah pardon, Nectart. Tu sais, genre, t'écoutes ça tranquille en lurk et tout, et d'un coup, t'entends ton prénom en mode tu pues. Mais ouais, c'est chaud, hein. Et à côté de ça, voilà, est-ce que vous voulez pas qu'on termine sur un petit truc peut-être cool? Une news du prochain Animal Crossing? Alors, c'est pas une news très cool, hein, parce que je crois qu'au final, la réponse est juste non. Non, il n'y aura pas d'Animal Crossing. Mais je sais pas si vous êtes tombés là-dessus, moi j'ai eu beaucoup de news, de petites vidéos et tout qui parlaient du prochain Animal Crossing. Et donc j'étais en mode non, ils sont sérieux, ils vont pas sortir le prochain Animal Crossing sur la Switch 2. J'ai craché sur la Switch 2, j'ai craché genre en mode, j'ai pas craché sur la Switch 2 telle quelle, j'ai craché sur la méthode la technique de Nintendo de toujours faire plus, toujours targeter d'autres personnes, toujours vendre leurs jeux démo s'il vous plaît, au secours. Enfin bref, des techniques avec lesquelles moi je suis pas tout à fait d'accord et je trouve ça dommage. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles je me suis dit bah j'achète pas la Switch 2, en tout cas pour l'instant, Day One, clairement non. Si jamais un jour je l'achète, je pense que ça sera bien plus tard, quand il y aura pas mal de jeux qui seront sortis et tout, et qu'elle sera moins chère, peut-être. On y croit, hein, même si c'est Nintendo. Tu veux descendre? Mais ouais, et genre du coup j'avais vu pas mal de petites vidéos là-dessus, de gens qui ont commencé, je crois ils ont fait des espèces de petites vidéos en mode regardez, c'est le nouvel Animal Crossing, mais c'est des gens qui ont trafiqué ça, enfin, genre qui ont fait de la 3D et tout. Mais apparemment, voilà, il y a quand même le lead marketing Kit Ellis de Nintendo qui est venu parler en disant bon, calmez-vous parce qu'il y a plein de gens qui attendent Animal Crossing sur la Switch 2 là, en disant de son expérience, ça serait bizarre de faire une édition Switch 2 aussitôt. Faut quand même pas oublier, je sais plus quand le Animal Crossing est sorti, mais il est sorti en 2020, non? Mais ouais, en gros, ils disent, genre, voilà, Animal Crossing, c'est devenu très clairement une franchise de Nintendo qui est très très importante et qui est très très populaire. Animal Crossing New Horizons, ça a explosé. Mais ouais, la Switch Edition, voilà, ça a été l'un des meilleurs best-sellers qu'ils aient fait. Ça a battu tous les précédents records. Ça a battu surtout le précédent record d'Animal Crossing New Leaf qui était déjà à 30 millions de copies. Donc tout le monde se dit potentiellement on va avoir une édition en gros pour la Switch 2 quoi, assez rapidement. Mais non, apparemment non. Voilà, le mec est en train de dire ça serait pas typique de notre approche de faire ça. Et il dit quoi? Quand Nintendo lance une console, les premières années après le lancement sont typiquement assez concentrées sur les fans de Nintendo, vu que c'est ceux qui chassent très activement les consoles. Et ça veut dire quoi ça en fait? The first few years after launch are typically focused on the hardcore Nintendo fans. Others are the people who are actively hunting down consoles. Mais ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que les hardcore Nintendo fans sont pas hardcore fans de Animal Crossing? Ça voudrait dire ça, du coup. Et voilà, il dit, bien que Animal Crossing, il y a eu une reconnaissance... Alors, attendez, je lis. No recognition that after we release this game, we're going to be entering a new kind of era of system. Ok. Attends, je suis pas sûre de capter. Ok, bon, ils ont l'air de dire qu'apparemment ils rentrent une nouvelle ère, donc ils le considèrent pas comme les hardcore fans en fait. Hein. What the audience you're going to be speaking to is completely different. Ouais, c'est ça. Ils considèrent qu'en fait l'audience de Animal Crossing c'est carrément une autre ère, c'est pas les hardcore fans. Et ils disent qu'ils avaient même utilisé genre, des célébrités hyper connues pour pouvoir marketer le jeu Animal Crossing. Je pensais pas, vous voyez, je pensais que ça faisait partie des hardcore fans. Coucou Happy Feet Switch, comment ça va? C'est bien pour ton follow. Animal Crossing, ce sera quand Nintendo le voudra, ouais. Mince, j'ai raté le début de la Nukes Animal Crossing. On en est au début, ça va être rapide en vrai. Si ça peut te faire un peu plaisir, sous tes conseils, j'ai acheté Céleste pendant les soldes et je confirme, c'est un banger, c'est un énorme banger Céleste. AC 2020, ouais. Par contre, si vous avez une Switch 2, c'est super agréable de lancer Animal Crossing Switch 1, il y a moins de chargement. Ah putain, parce que c'est ce que j'allais dire, moi le truc qui m'a fait le plus chier sur Animal Crossing, c'est les chargements. C'est normal chez Nintendo de se passer autant, ouais. Covid boosted, clairement, mec, sans.
Dans 2 ans, je dirais pour le prochain jeu. Je pense qu'ils considèrent que le public Animal Crossing dépasse le public Nintendo classique. Ok, mais tu vois, genre, je pensais vraiment que c'était un public Nintendo classique et c'est tout, mais effectivement, t'as raison, en fait, ça dépasse. Ils se disent, peut-être les gens vont attendre et en fait, ça relancera les ventes plus tard. En fait, moi, je suis un peu dans ce cas, je pense. Moi, je suis en mode, j'ai pas envie pour l'instant, mais j'avoue que si jamais il y a un Animal Crossing qui sort, ça... C'est bien que j'enlèverai pas tout ce que je pense de leur technique marketing et tout. Je sais que ça fait pencher dans la balance, quoi. C'est une fausse rumeur, mais les gens s'attendent à tellement de nouvelles IP, genre un futur Zelda, un futur Mario 3D, un futur Splatoon, parce que nouvelle console, alors qu'en fait, on ne sait absolument rien, et les devs d'Animal Crossing New Horizons sont partis sur Splatoon 3 à l'époque, ouais. Donc même si un nouveau Animal Crossing sortirait, faudrait attendre au moins 2 ans, je suis d'accord. Après, le contexte de New Leaf égale Covid, et vu comme il s'est bien vendu sur Switch, quel possesseur voudrait le racheter sur Switch 2 ? New Horizons, tu veux dire ? Tu parles de New Horizons, je pense. On va attendre que le marché Switch 2 s'installe, je pense aussi. Ça s'installe bien, tu targetes tous les hardcore gamers qui ont leur jeu, et ensuite tu relances avec toutes les personnes qui étaient pas convaincues, qui se disent « Ah putain, quand même, il y a un Animal Crossing, la hype de la Switch 2 est passée, on a oublié leur technique marketing pété, let's go, quoi. » Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Qui a une Switch 2 ici ? Pitié, pas de Zelda, j'ai pas envie de l'acheter tout de suite. Moi, c'est ça, genre, je suis pitié, pas tout de suite le Animal Crossing, mais laissez-moi dire ce que j'ai dit et ne pas acheter la console. Where is my new Fire Emblem ? Sondage, vas-y, c'est vrai, à chaque fois j'oublie. Petit sondage. Parce que je sais qu'il y avait des gens, je crois que d'ailleurs, Lady Azura, t'avais dit à un moment que t'achetais pas la Switch 2, et au final, tu l'avais acheté, t'as dit ne me jugez pas, c'est pour le taf. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont changé d'avis, forcément. Et tous les youtubeurs et tout qui ont dit j'en veux pas, là. Bah en fait, ils se la sont fait offerte. Offerte. Hop, Paul, démarrer. Donc du coup, ils l'ont. Au niveau des news, les sites doivent toujours en sortir, donc on a pas mal de sensationnels, ouais. Banzana, il a l'air vraiment bien. Attends, merde, je l'ai mal lu. Bananza, il a l'air vraiment bien. Moi, j'ai pas l'argent non plus aussi, hein. Tout le monde à mon asso a une Switch 2, je suis le seul glandu à pas y avoir accédé. Mais là, après, c'est ce que je vous avais dit, c'est quand j'étais dans le train et que j'ai vu toute l'équipe Sandfall, et j'étais, au début, vu que j'avais pas compris que c'était eux, j'étais en mode putain, mais tout le monde autour de moi dans le train a une Switch, what the fuck. Et en fait, c'était tous les gens de Sandfall qui avaient ramené leur Switch. On est ensemble. Ah non, j'ai toujours pensé la prendre. Ah, ok. Je crois que, parce que dans tes stories, t'avais mis ne me jugez pas, c'est pour le boulot, je me suis dit, ah, peut-être qu'elle faisait parmi des gens qui voulaient pas la prendre. Juste parce qu'il y aura un Fire Emblem à un moment, ça me tue. Tous ces menteurs là. Non mais après, tu vois, genre si t'as dit je veux pas et en fait tu te l'as fait offrir, bah tu vas pas la revendre quoi. Tu la gardes, j'avoue. Pour ma part, prio Steam Deck, on verra plus tard pour la Switch. Ouais, Steam Deck c'est vraiment un gros banger ça. Moi je suis une grosse vendue de Steam Deck. Hein. Pas de Switch 2 pour le moment, mais peut-être un jour ouais, pour Fire Emblem ou d'autres trucs aussi. Ok, 0% de ça arrive. Attendez, ouais j'avoue, 19%, ah ouais, 90% de pas moi. Ok. Une personne qui a la Switch 2, c'est Lady Azura. Ah, j'ai rien dit, ça arrive. Une personne, 5%. Et j'ai posté ça en story car je me sens coupable d'être si faible. Mais, et Lady Azura, si toi t'as envie de la console, et voilà, et que t'assumes, et c'est tout, c'est ok. Moi, tu vois, le seul truc où j'ai plus de mal, c'est quand t'as les fervents fans de Nintendo, où tu leur dis, ouais, mais il y a un peu des trucs pas fous quand même que Nintendo font. On les voit, les techniques marketing, ils sont en mode, mais non, le jeu est pas cher, mais non, les accessoires, c'est ok. Mais en même temps, ils travaillent plus, alors, et là, je suis un peu en mode, bah... que t'achètes la console et que t'aies envie, voilà, il y a aucun souci, mais genre que tu défendes fervement alors que clairement, non, il y a un peu des problématiques, je comprends pas. Attendez, dans le sondage, je suis vraiment le seul là. Chaotix, tu t'es mis dans quoi ? Dans ça arrive ? J'attends Smash et s'il y en a pas, j'achète pas de Switch 2, ok. Moi j'attends la Xbox Ally comparée avec le Steam Deck. Ah putain, t'attends ça toi ? Pourquoi du coup Xbox plutôt que le Steam Deck ? Ah non mais je suis réaliste, en plus monter les prix des jeux c'est hyper classiste. En plus, ouais. Mais bon, pour moi, tant que t'es réaliste, tu vois, c'est comme tous les autres sujets aussi, hein, d'écologie, de féministe, enfin tous les sujets à défendre et tout. C'est difficile en fait d'être de partout, mais tant que t'as conscience et que t'es en mode je sais, c'est pas parfait, mais j'en ai conscience et potentiellement je peux m'améliorer. Tu vois, la Nintendo, si t'es en mode j'ai conscience et que tu boostes pas les gens en disant mais c'est normal et tout. Moi, je veux juste pas que tout le monde se dise c'est normal. C'est pas normal, ça va devenir de pire en pire. Les petits artisans du JV Nintendo, ils nous mettent des procès et détestent les fans, mais TGR a dit c'est pour notre bien. Attends, les petits artisans du JV Nintendo, ils nous mettent des procès et détestent les fans. Ah oui, ah mais TGR, il a dit ça ? Je crois que j'ai démarré sa vidéo et je sais pas, elle avait un mood différent de ses autres vidéos, j'ai moins accroché, donc je suis juste... J'ai pas regardé jusqu'au bout. Je me suis fait une raison, je suis un pigeon Nintendo, la question est pas de savoir si, mais quand. Bah voilà, let's go hein.
Mais moi, ça se trouve aussi, hein. Ce que je vous dis, genre, moi, je vois bien les techniques marketing, mais je vous avoue que quand j'ai vu l'annonce de Animal Crossing 2, j'ai fait « Oh !» Enfin, Animal Crossing Switch 2, j'ai fait « Oh no !» J'ai senti dans mon cœur que ça balançait. Et en même temps, j'ai clairement moins de temps que le confinement. Donc, je sais pas... Je me dis, je pense que si je l'achète, c'est purement du FOMO et d'une fan, genre en mode fan, tu vois. Les Nintendo fans, ils sont dans un culte sombre. Je me suis mis dans moi, j'ai la Switch 2, mais c'est bon, on est 3. Ok, non, c'est bon, vous êtes 3. Et 24 personnes, pas moi pour l'instant. Et Silksong, ah oui, parce que le Game Pass est l'offre de JV la moins chère du marché. Mais Gavroche, non. Bon, Gavroche, je vais pas repartir dans ce sujet, mais c'est l'offre la moins chère, mais pour toujours plus de douilles, tu vois. Après, je comprends, c'est difficile, parce que quand t'as pas les moyens et tout, et que tu te dis, bon bah vas-y, je consomme les jeux de cette manière-là... Et c'est pas cher, et voilà, je comprends totalement. Moi, je t'avoue que je suis plus partie dans la politique de, bah écoute, ça coûte cher, mais je consommerai moins de jeux, ça me coûtera plus cher, mais du coup, je jouerai moins, j'aurai une consommation qui est plus régulée, plus comme quand j'étais jeune. Mais trop la flemme de soutenir Microsoft qui vire tout le monde. Trop la flemme, parce que je sais que Microsoft, ils vont faire comme Netflix, ils l'ont déjà fait. Ils avaient promis que les prix augmenteraient pas, et au final, ils ont réaugmenté les prix. Genre, peut-être 5 mois après qu'il l'ait dit. Donc c'est trop bâtard et je veux surtout pas m'enfermer dans ce truc-là. Vous voyez ce bail de c'est pas cher, il y a la console, il y a machin et tout. Et en fait, à terme, bah, tu te retrouves couillé dans leur délire où ils vont faire que augmenter et tu pourras plus t'en passer, voilà. Donc voilà, je t'expose comment je le vois. Mais Silksong, de ce que j'ai compris, sera sous la Switch 2, il sera sur la console là, de Xbox, mais est-ce qu'il sera pas ailleurs ? Tu vois, il a été montré avec les nouvelles consoles et tout, mais ça se trouve, il sera sur PlayStation, ça se trouve, il sera sur Steam normalement. Honnêtement, je comprendrais pas que Silksong ne soit pas sur Steam. Ce serait une énorme connerie pour moi. Ce serait une grosse connerie. Hein. Mais ouais, par contre, je vais vite me motiver pour un Steam Deck, je sens. Let's go, rejoins la team. Internet est toujours moins cher si c'est vraiment ça le problème. Clairement, ouais. Chimera OS va changer pas mal de choses en vrai. Je pense que je vais juste prendre un big PC sous AMD. Bah, let's go. Attends, Chimera OS, c'est quoi déjà ? What the fuck, c'est comment on fait avec nos jeux Steam aussi. Imaginez dans 30 ans ou plus, il n'y a plus les serveurs. Alors ça, c'est un autre délire. Moi, j'avoue que là, je parlais surtout du prix de Xbox en mode c'est pas cher, mais en fait, ils vont nous mettre la douille. Et puis, ce qu'ils font avec les studios, ça me dégoûte. Valve, aujourd'hui, ils font pas ça. Donc, du coup, c'est pour ça que j'y pense moins. Mais oui, la problématique de, à terme, si jamais Steam dégage, t'as perdu tous tes jeux, c'est un autre souci, ça, je suis d'accord. Mais là, sur Xbox, c'était pas juste le cloud le problème pour moi. Si on veut du JV moins cher, faut juste être patient ou passer par des méthodes alternatives. Et c'est ça qui est dur. Tu vois, c'est comme quand on dit, ouais, si on veut... tu vois, genre les gens qui vont être en mode, bah je vais sur Chine. Je vais sur Chine parce que c'est moins cher. Ouais, ok, bah on est d'accord. Mais peut-être que tu dois réfléchir toi-même à est-ce que tu peux pas juste aller sur des magasins qui sont certes plus chers, plus quali, mais t'achètes moins. Mais en fait, c'est dur en tant que consommateur de te remettre en question toi et de revoir ta manière de consommer, alors que tu vois des gens autour qui consomment à bas la mort, qu'en plus les créateurs de contenu, bah ils consomment aussi hyper fort, ils poussent la hype. Et donc de t'auto-réguler toi-même alors que personne ne t'aide à te réguler, tu vois. Je suis un pigeon de Nintendo parce que je me retrouve pas sur les jeux Xbox, très peu sur PlayStation, et j'ai pas de PC. Aussi, j'ai surtout eu des consoles Nintendo, pour autant j'approuve pas du tout ce qu'ils font. Bah, j'avoue, Chaotix, c'est un autre truc ça auquel je pensais pas. C'est que si t'as pas de PC, forcément t'es obligé de choisir une console, et donc en fonction des exclus qu'ils ont ou de ce qu'ils font. Et je capte. Si je prends le Steam Deck, c'est pour acheter des petits jeux et pirater les gros. Let's go. C'est l'OS dans le Steam Deck, justement, ça tourne les jeux Windows en plus opti sous Linux en recodage de jeu. Franchement, moi, le Steam Deck, c'est la meilleure truc que j'ai, quoi. C'est une distribution de Linux pour le gaming, je crois, non ? Ok. Le Steam Deck m'a fait réaliser un truc, ça va finir que je vais mettre un PC dans mon salon pour jouer. Ouais, non, j'arrive pas à faire du Steam Deck. En déplacement, je joue à ma Switch, et après avoir branché le Steam Deck à ma TV, j'ai fait « Oh, envoyer le jeu sur un écran immense !» Ouais, alors c'est clair que si tu prends ta Switch pour le déplacement, le Steam Deck te servira peut-être moins. Mais ouais. Au niveau conservation, n'hésitez pas à regarder la pétition Stop Kill Games. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure, Lady Azura. Faudrait peut-être que je mette le lien, d'ailleurs. Je vais mettre le lien. Hop. Stop Killing Games, donc du coup, c'est littéralement une pétition pour empêcher les studios de jeux vidéo de, bah justement, de mettre des jeux à dispo via le cloud et tout ça, et ensuite de vous les enlever le jour où ils ont envie de les enlever et que ça marche plus. Et que vous avez payé 70 balles et ça marche plus. Hop, je mets ça là et je l'accroche. Ok. Moi, mon PC est un peu patate, donc c'est là où la console est pratique, je comprends. Pour ça, GOG, c'est une bonne option pour les vieux jeux d'ailleurs, et en plus pas de DRM. Ouais, ça on en avait parlé, mais j'arrive pas à switcher, il y a tellement tous mes jeux sur Steam que j'arrive pas à changer.
Non mais il y a aussi la hype qui donne envie d'acheter immédiatement quand t'entends tout le monde parle d'Expédition 33, évidemment que t'as envie d'acheter à force, sinon t'es à côté de la plaque. Après bon, Clair Obscur forever dans mon cœur. La hype, oui, je suis d'accord. Moi typiquement Clair Obscur, je pense que j'y aurais jamais touché s'il y avait pas une hype. Déjà parce que c'était pas du tout mon type de jeu. Bah en fait c'est tout, hein, voilà, c'était pas mon type de jeu de base, donc je pense pas que je serais allé dessus. Le truc c'est que cette pétition devrait comprendre tout type de software, même hors JV. Je suis assez d'accord. Mais tu vois encore une fois le choix des combats. Si tu fais tout d'un coup, tu touches peut-être moins de gens. Là, au moins, t'es sûr que tu targetes des gens qui sont grave concernés par le jeu vidéo et c'est en mode vas-y, j'y vais à balle. T'as un vrai impact de. C'est d'abord ça, quoi. Je suis d'accord. Bon, allez, les amis, sur ce, écoutez, purée, on est 1483 maintenant, on est pas loin du tout des 1500, ça fait trop plaisir. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir pu voir ton live aujourd'hui, bah, ça fait trop plaisir que tu sois passé. Ça fait j'adore quand on papote aussi, Illy Cookie, j'adore tout ce que tu racontes sur tes anecdotes, tes expériences, les points de vue, j'adore. Donc voilà. Écoutez, sur ce, c'est la fin du petit mood papotage. Je vais aller faire pipi et je vais aller promener Maya et manger. Et ça m'a fait trop plaisir. Et ouais.